Dans ce monde de l'IA qui devient limite anxiogène, on ne sait vraiment plus quoi faire. Mais l'IAGORA nous éclaire. À l'image, Carbone et Canon, chaque jour un peu plus nous étonne. Ils nous guident vers une notion, ils répondent à toutes les questions. À l'image, Carbone et Canon, chaque jour un peu plus nous étonne. Ils nous guident vers une notion, ils répondent à toutes les questions. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette 37e édition de l'IAGORA et la dernière de la saison. On va s'arrêter pour la période estivale, aller profiter de la plage et on reviendra encore plus en forme pour une deuxième saison en septembre. Et par rapport à ça, on vous en avait parlé la semaine dernière, on vous avait renvoyé un petit mail. Je sais, c'est embêtant les sondages, mais nous, ça nous aide aussi à construire un peu ce qu'on a envie de changer pour la prochaine saison. Donc, si vous voulez prendre un moment, l'envoyer à des collègues qui sont déjà venus à l'IAGORA pour qu'ils y répondent, on est preneur de tous vos avis, même si vous avez que des avis positifs, on en est quand même preneur. Bonjour à tous, bonjour Marjorie, bonjour François. Salut Yann, bonjour à toutes et à tous. Salut Yann. Dernière session, on va essayer d'être sérieux jusqu'au bout. On vous a préparé une session bien dense avec, comme d'habitude, une première partie des actualités. Et cette fois-ci, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, donc on a encore un invité spécial qui est Rand, qui est spécifiquement venu pour nous parler de la vision US. Et donc on va faire les news à 4 voix. Avec une vision française, US et Chine. Et puis derrière, une partie sur la partie création visuelle. On vous avait promis depuis des mois. Et on va vous faire le tuto aujourd'hui. Et plus précisément, c'est Mathilda qui va nous faire une démo de mi-journée après un petit sum-up par François. Et on finira en beauté avec Maître Quignou qui va nous débriefer un petit peu derrière ces créations visuelles, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. On l'avait déjà eu sur une émission précédente, ça avait beaucoup plu, et donc on est très heureux de le réinviter aujourd'hui. Et Yann, je te passe la parole tout de suite pour commencer les actus. Yes, merci. Donc des actus un peu spéciales. On a pris quelques news de cette année, des grosses news, et le but avec Stéphane pour la Chine et Rand pour les États-Unis. Le but, ça va être aussi qu'on puisse un peu discuter entre nous et avoir un regard outre-Atlantique et outre-Pacifique, on va dire, sur certaines news. Et on va commencer directement avec la première. Vous nous en avez parlé la semaine dernière. Donc, je vais présenter un peu le sujet à chaque fois et on passera en anglais pour discuter avec Rand. Donc, cette petite news de Gartner qui nous dit que d'ici fin 2027, 40% des projets d'IA agentique, donc des agents, seront annulés. On est dans l'année des agents. C'est le nouveau mot à la hype depuis le début de l'année. On en a beaucoup parlé. Tous les gros providers partent sur ça. Vous avez tout le monde maintenant qui développe plus des IA, mais des agents. Il se passe plein de choses. Évidemment, il y a un cycle de hype très, très, très fort autour de ça. De mon point de vue, et c'est un peu relié à ce que dit Gartner, en réalité, on parle beaucoup d'agents, mais en fait, on est passé un peu dans la phase où on est un peu dans des plateaux sur la perf de ce qu'on appelle le pré-training des IA génératives. On commence on a explosé tous les benchmarks, on n'est pas si fou, on en cherche des nouveaux. Et en fait, la prochaine grosse phase pour moi de l'IA générative, c'est vraiment comment est-ce qu'on rapproche l'IA générative de nos données en entreprise, de nos processus business et comment on fait en sorte que tout ça s'intègre bien.
Et en fait, c'est un peu ce que dit Gartner derrière, c'est que bah, là, il y a beaucoup d'expérimentation de POC autour de ça, beaucoup de fausses promesses comme des gros cycles, souvent dans les gros cycles de hype. Et du coup, bah, on est un peu, on sait qu'on va avoir une chute qui va être un peu dure. C'est un peu ce que nous dit Gartner. Et Ren, hi again. We wanted to have your insights on this subject, your insights on your company, and what do you think the American market is expecting to behave with this trend of agents? Thank you, Jan, and good afternoon, everybody. Yeah, when we read the Gartner article, they really make 2 points out of the article. One is that over 40% of the agentic AI projects would be canceled by 2027, and the reasoning is because the technology is not mature. And I disagree with Gartner kind of on both points. In the first point is I agree that agentic AI will be canceled, but a lot sooner than 2027. And in fact, what we're seeing here in the States for all of the companies that have started their agentic AI deployments is that most of them don't go beyond about a month or two. And then the projects die, the funding dies on it. But it wasn't because of the technology. What we found is that the problem with the agentic AI projects is that they didn't have a good use case. They didn't have something that they were trying to build. So they built an agentic AI solution that was nice. It was, I call it cute, that it did something, but it didn't change the way the business makes money, saves money, runs their processes. And so the key takeaway, I think, from Gartner is that, yes, projects will fail, but it's not because of the technology. There's several companies that we're working with here in Silicon Valley, throughout the United States, that they build an agentic AI solution. It identifies supply chain problems that it fixes and improves efficiency. It increases customers. Some customers, 20, 40, 60% of the customers are getting more business because the agentic AI was able to drive more business. And all of those projects are strong in moving forward. So the technology is usable. Got to find a good use case that improves the business. And about that, what do you think are the best use case you see in the US about that? Like in which area, like industry, in customer service, where do you see agents starting to boom? Or I don't know, maybe where do you see the most startups working on? Si nous avons bien compris. Yeah, so what we're finding is that the agents that are most successful, and it goes across all industries. So we're working across 25 industries: finance, retail, supply chain manufacturing, consumer protections. We're working across all industries. Is that the key things is improving profitability, decreasing costs. That's business no matter what you're doing, serving your customers. And so specific use cases, we're working with finance organizations and customers that are working with systems, is being able to help the customer increase their portfolio. So in finance, is that they have a certain amount of investments in stock markets or investments, to be able to use agentic AI to be able to help them increase their investments or at least see visibility. And one of the examples is normally when you want to find out what your portfolio looks like, you have to run a report. You can now do real-time AI chats to basically say, okay, I'm losing money. What's losing me money? And what can I do to change that investment to increase profitability? That's where AI provides that two-way, not just a static report, but an interactive communications. Okay, great. We also have some specialists here. Ludovic, I don't know if you are here. Do you have an insight, Ludovic, if you are here, on agents? I know you talk about it a lot, and you might try to experiment with it in Crédit Agricole. Are you here, Ludovic? Yes. I agree with the fact that probably some use cases will die because the return on invest will not be so strong. And also that some companies will be a bit disappointing because the hype is strong and it's not so easy. And I think that technology is not so mature
there is still some challenges to tackle. For instance, identity handling, and so on. So I think that as often we will have two steps. One step on which we will have a bit of disillusion, and the second step where we will identify the best use case, and when also the technology will be a bit more mature. Okay, perfect. Thanks, Ludovic. Stéphane, do you have some insights on this subject, like from China perspective? In China, I saw some of them, but it's not very popular. But I saw agentic AI mainly in the part I really saw was in the telecommunication market for China Mobile, for example, for their radio access network operations, to really help operations on the network and do some reconfiguration live on the full network without any human being involved. So that's where they really use it, and they're reaching a level of automation that is considered as level 4. And here in France, so Orange, we are more at level 3 or 3.5 in terms of automation. So they're ahead using agentic, but that's one of the only cases where I could really see agentic AI in operation, and already 1.5 years ago. So telco operators are using it for really daily operation, and it reduces really strongly the cost. Okay, thank you. I don't know if someone in the audience has something to say, or Ren, if you want to react, or someone else on this subject, or do we go to the next one? Maybe Quentin Duchesne, maybe? Quentin Duchesne. That's me. Hi, Quentin. Where do you work at? So I totally agree with what Ren said. A lot of people tend to think that AI can do everything in the company, but there is no real case, there is no real point to deploy AI in certain part of the job, because you do not win anything. So in Groupe Atlantic Belgium, because I am in Belgium, we had to first analyze what will we win with this AI integration. If the win wasn't good enough, then my direction just said, no, we'll skip that part and we will look for another project integration, because we cannot just put AI just because, yeah, we have a new tool, that's great. But at some point, somebody invented the hammer, and nobody was in the street with the hammer. So it's not because you have a new tool that you have to use it. Yeah, exactly. And I think we will wrap up on that. So if you want to do agents, be sure you have, thanks, Quentin, be sure you have a good sponsorship and a good knowledge of your business processes. Next subject, huge news from in France, which is Mistral Compute. So France actually announced a partnership with NVIDIA and a lot of funding in order to build an infrastructure based on, I think, 10,000 of GPUs that will be run by Mistral, and it will be actually, it's a bit blurry, to be honest, fuzzy, but you will have an AI studio that you can use on Mistral Compute and try to, run your own on Gen AI. It's a huge news because, from my point of view, it's all about sovereignty, national sovereignty. So the goal, and like, I'm really glad to see France stepping up on that, and we can have some alternative from American clouds, actually, and we can have some kind of new solution on AI with that. I know on the subject of
national sovereignty. Sorry, I have trouble with this word. Stéphane, you have some insights maybe to share on China? On China, yeah, but I want to share today, because it's the last one, so I did some slides. It's really to show you the AI CPU of China, because most of the people don't look at them. And I will go very quickly through the slides, and I will share the slides after. By the way, do you mind I speak in English, or you prefer I speak in French? Whichever. For me, it's the same. French. French, ok. Alors, je vais présenter en français. Alors, il y a d'abord eu des bans américains, il y en a eu plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul, sur les chipsets chinois. Le premier remonte en 2018, c'était déjà Donald Trump, qui a banni déjà Huawei, ZTE et d'autres sociétés pour des problèmes de cybersécurité. En 2019, il y a eu une deuxième vague, toujours avec M. Trump, avec des sanctions liées à l'export et l'import de produits très liés pour la sécurité nationale. Et dernièrement, ce qui va encore plus surprendre, l'administration Trump vient de faire un nouveau ban en mai 2025 qui interdit l'usage des puces Huawei, y compris en Chine. Ce qui est quand même assez surprenant. Alors, ce qui s'est passé, alors si on regarde bien le marché des puces, les Chinois achètent encore des Nvidia, mais par contre, la quantité baisse. Et en 2025, la Chine a acheté pour 16 milliards de dollars de chipsets Nvidia, principalement pour DeepSeek. Mais en parallèle, donc ça c'était la deuxième vague, donc la première, il y a le ban, la deuxième, on achète tout ce qu'on peut rapidement, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? L'administration chinoise a dit, pas de problème, on met de l'argent. Donc depuis 2014, il y a eu 200 milliards de dollars d'injectés par le gouvernement chinois. Il y a 143 milliards supplémentaires qui vont être injectés dans les entreprises chinoises pour faire des nouvelles puces. Et si on prend le ISSCC, qui est en Californie, en 2023, c'est la première fois qu'il y a de plus de sociétés chinoises qui ont publié que de sociétés américaines dans le cadre de chipsets. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que Huawei s'est dit, moi je vais faire des puces. Donc ils ont commencé, ils ont 3 types de puces. C'est les puces pour les data centers, donc ce n'est pas celles qui nous intéressent. Les puces grand public, ce qu'on appelle la série Kirin. Et il y a, alors Kirin, pour ceux qui parlent un peu japonais, c'est la girafe en japonais. Et Ascend, qui est la puce AI qui nous intéresse. Alors, Ascend, on est déjà à sa 4e génération. La génération Ascend 910C est en cours de production massive en Chine. La D va arriver. Et ce qu'on peut voir sur cette puce, c'est qu'elle consomme beaucoup moins d'énergie. Elle coûte grosso modo 2 fois moins cher qu'une Nvidia. Elle est peut-être un peu moins performante, mais 2 fois moins chère. Donc, si on en prend 2 pour le même prix, on aura quand même plus de puissance. Et il y a un cluster qui a été créé, qui s'appelle Cloud Matrix 384, qui lui est équivalent à NVIDIA GB200. Donc, en termes de puissance, on est à peu près au même niveau maintenant. Sur le marché chinois, en novembre 2023, Baidu a commencé à acheter des puces chinoises AI, donc la génération d'avant, la 910B. En 24, ByteDance vient d'en acheter 100 000. Et Huawei va envoyer 700 000 puces AI cette année. Et la target de Huawei, c'est que 75% des puces AI en Chine en 2025 seront des puces chinoises. Et plus de puces américaines. Thanks, Stéphane. I'm curious about Ren. What do you think about that? China trying to build its own chips and Europe, maybe France especially, trying to get autonomous on infrastructure on AI, even with
if we have a partnership with NVIDIA. What's your point of view, and what do you feel in America about that? Well, I think that it's great that there's other countries that are developing chipsets. I mean, it's just like Intel versus AMD versus all the different chipsets that existed for computers. We need more diversity around the world. The United States is doing a terrible job in being a global partner, and so if China is able to develop, Europe is able to develop data centers and systems, so much better for the sovereignty of your nations. Okay, and what about the Stargate project? Is it really something in America, or? So the Stargate project that was announced by President Trump in January has gone nowhere. In fact, just 2 weeks ago, SoftBank in Japan pulled out. They haven't completely pulled out, but they committed a $500 billion investment. They're now dropped it down to $100 billion. And with the latest announcements of tariffs that President Trump wants to instill on Japan yesterday, that's going to impact the relationship, because why would a Japanese company invest money in the United States when the tariffs are going to increase by 20 to 40%? So that project has gone nowhere, and what we're seeing right now is going to be dead in the water. Okay. Thanks for the direct and honest insights. I see in the chat that a lot of people are reacting to you, Stéphane, what you talk about China. I think really there is something going on with China going to be an innovative nation, like Michel said, and I agree. We can talk about it more, but actually we need to go to we don't have time. I know. Yeah, the last subject, and it's yours, Marjorie. The floor is yours. Merci. Alors moi, j'ai envie de vous parler des politiques publiques et du plan OSELIA, que je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Le gouvernement a récemment lancé le plan OSELIA avec l'ambition d'accélérer l'adoption de l'IA dans les entreprises, notamment les PME. Mais sur le terrain, est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux? C'est assez rigolo parce que dans le même temps, un article du journal du Net souligne que le sommet pour l'action sur l'IA, donc pour rappel qui avait eu lieu en début d'année, dont on vous avait déjà parlé, n'a levé aucun verrou pour les entreprises. Donc il y a plusieurs statistiques qui ont été faites, mais en gros, pour les 2/3 des entreprises, le sommet n'a rien changé à leur approche de l'IA, et il y a plus de 50% des entreprises qui disent qu'ils ont un accès aux ressources trop limité de toute façon pour aller sur l'IA. Alors, comme vous le savez, moi, je suis en région, en contact pas mal avec les PME locales, donc j'ai un regard assez critique sur toute cette mousse et ce plan. Beaucoup d'entre vous sont dans des grandes entreprises, donc vous avez peut-être un regard différent du mien sur le sujet. Je serais curieuse d'avoir votre avis à l'issue, mais moi, j'y vois 2 limites à ce plan, et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure dans le premier sujet. C'est que, alors déjà, la première difficulté, c'est la communication. On voit que les objectifs qui sont définis, c'est de diffuser l'IA dans l'entreprise, qui est 100% des grands groupes qui utilisent l'IA, qui est 80% des PME qui utilisent l'IA en 2030. Mais au final, je trouve que c'est un peu maladroit. C'est une injonction à faire de l'IA sans expliquer forcément ce que ça recouvre, ni à quoi ça sert concrètement. Donc de la confusion et une forme de décrochage encore plus sur les PME en local qui ne savent pas toujours par où commencer. Et puis, la deuxième limite, c'est la lisibilité des dispositifs. Il y a plein d'aides qui existent, la BPI, les régions, les CCI, d'autres canaux. C'est assez fragmenté, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que le plan OSELIA recycle au final des diagnostics qui existaient déjà, avec donc on met un nouveau slogan sur le sujet. Donc pour autant, c'est pas un mouvement qui est inutile sur l'IA. Moi, je vois des effets bénéfiques. Il y a un vrai intérêt pour les PME qui se lancent sur ces sujets-là. Ça les implique à repenser leur process, à remettre la donnée au sein des réflexions, et ça leur apporte une vraie valeur ajoutée quand ils s'y mettent. Mais je trouve que c'est un plan communication très parisien, comme souvent d'ailleurs, et que sur le terrain, les entreprises ont des vrais besoins. Et peut-être que la priorité, ça serait de rationaliser les acteurs en région pour être plus efficace localement. Donc, je suis intéressée d'avoir votre avis. Et puis, Ren, Stéphane, feel free to intervene. How are public policies around AI in your countries, and what do you think about our public policies in France?
Well, I think that relative to policies in the United States, very similar to what France is adopting, is about protections of privacy, information, things of that type. There's that fine line, though. It's one is protections that will prohibit innovation versus those that protect people. And so a lot of this is we're finding it's hard for people to understand right now what policy to put in place because people don't understand AI yet. They don't understand what AI can do. So unfortunately, a lot of the politicians in America are putting policies in place without the politicians knowing what AI can do. So education, I think, is important, that we all need to educate everyone of what we can do with AI. Just like that agentic AI from the Gartner article is that you start something, but if you don't have an end plan, it's going to go nowhere. We got to create policies that help innovate. Yeah, thanks. So the same issues in US than in France. Yes. In China, you have already many laws regarding AI and protection of people. But there is one exception in China, like usually, the government can do whatever it wants. So you are protected as long as it's not a government agency. Je sais pas si Michel est là. Est-ce que tu veux rebondir, donner ton avis sur le sujet? Et je vois une question de Thomas. La BPI subventionne des diagnostics pour les PME, des diagnostics data IA à hauteur de 40%. Michel Grosbeau, oui, ou... Michel, es-tu là? Oui, je suis là, oui. Ah. Oui. Non, je disais que ce qui est intéressant, c'est que il y a des politiques différentes dans les pays. Et par exemple, il y a une semaine, j'étais avec un groupement à peu près identique à Lima, qui est en Allemagne. Et justement, au lieu que l'Allemagne pousse les startups, etc., elle se préoccupe d'acculturer en fait l'ensemble de leur Mittelstand, donc les ETI ou les PME, au business case qui peuvent être développés pour augmenter la productivité des entreprises. Et ça se passe par de l'argent public investi pour créer des campus dans lesquels il y a des gens qui forment les ETI, qui forment les PME et qui préparent, en fait, dans lesquels aussi il y a un Innovation Lab, dans lequel les gens peuvent tester et peuvent voir, en fait, des applications de tous les jours qui permettent d'augmenter la productivité des entreprises. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire en France, c'est ce que j'essaie de faire, je pense, les pôles de compétitivité. Mais comme tu l'as dit, Marjorie, tout est dispersé, aussi bien les fonds publics que les initiatives, on s'y retrouve plus, c'est compliqué, quoi. Voilà. Assez d'accord. On va parler d'un sujet plus léger, peut-être, et parler des images. Merci Rand, merci Stéphane pour vos insights. Yeah, thank you. Thank you so much. Oui, bonjour. Je te laisse la main pour parler bonjour à d'images. tous. Voilà, un peu de créativité dans ce monde de brut. Effectivement, ça va pas nous faire de mal et on va parler un peu de création d'images avec l'IA et de Midjourney. Vous avez sans doute tous remarqué depuis le début de l'IAGORA en octobre ces magnifiques fonds d'écran dont nous disposons, qui sont tous différents et d'ailleurs personnalisés. Il y a souvent une femme blonde et un jeune homme roux, mais c'est pas forcément très ressemblant. Et ben, ça a été créé avec Midjourney. Donc moi, j'utilise Midjourney depuis 3 ans, quoi, maintenant. Et comme vous avez pu le voir, si vous êtes un lecteur des livres blancs de Lima, la plupart des visuels, en fait, je les fais avec Midjourney. Vous voyez à gauche la série Les variations sur la Joconde, c'était fait avec Midjourney. Celui du milieu avec l'évolution, ça a été fait avec DALL-E et retravaillé sous Photoshop parce que ces logiciels de création d'images ne permettent pas de créer des images avec des logos, on est obligé de les rajouter. Puis il y a souvent des choses un peu erratiques. Et le troisième à droite, ça a été fait avec Midjourney, mais avec une version plus récente sur l'idée de prendre
Arcimboldo, le peintre italien, et de lui faire créer un robot. Mais ça n'a pas fonctionné. En fait, c'est pas un robot qui est sorti, c'est un visage comme ça. Mais bon, ça reste créatif. Alors, les IA de création d'images, il y en a énormément. En fait, j'ai même trouvé un site là, AI Exploria, qui en a recensé 220. Donc là, j'ai fait un petit tableau euh, avec 7 IA qui sont assez représentatifs, qui sont, à mon avis, les plus utilisés. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de différences, en fait, entre ces IA, entre leurs modèles économiques. Vous en avez qui sont inclus, par exemple, DALL-E 3 est inclus dans ChatGPT, alors que Midjourney, lui, il est séparé. Il est indépendant, c'est une entreprise indépendante. Ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. J'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail, mais j'enverrai ces slides-là avec le compte-rendu de cette Iagora. Et les prix sont aussi très différents, puisque par exemple, vous avez Flux, une IA de génération d'images open source qui est gratuite et qui est d'ailleurs intégrée dans le chat Mistral, alors que Midjourney peut coûter jusqu'à 120 $ par mois. L'historique, très rapidement, Midjourney, ça a été créé en février 2022 par un certain David Holtz à San Francisco. C'est une entreprise autonome et autofinancée d'environ 40 personnes qui fait 200 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024. On en est aujourd'hui à la version 7. Donc ça va très très vite et à chaque fois les versions qui sortent surclassent de loin la version précédente et la dernière version qui est sortie en fait permet d'animer les images. Ça je l'avais montré à une précédente Iagora. On peut faire des petites animations de 5 secondes et c'est assez saisissant parce qu'on peut les prolonger 4 fois donc ça fait finalement 20 secondes d'animation. Le prix, eh ben, il y a 4 formules. Formule basique commence à 10 $ par mois et ça va jusqu'à 120 $. Donc, bien sûr, le nombre de générations est différent et aussi la rapidité de génération est différente. Et alors, comme une petite démo, ça vaut mieux qu'un long discours, j'ai demandé à une directrice artistique qui travaille avec l'IMA depuis plusieurs années de nous montrer comment elle utilise Midjourney. Donc, elle s'appelle Mathilda Oudiz. Elle exerce en freelance sur tout support depuis plus de 20 ans. Elle s'est formée à l'IA générative il y a seulement 6 mois pour développer des nouvelles compétences, pour enrichir son travail et pour gagner du temps. Et vous pouvez voir une partie de ses créations sur son site, là, moodastic.fr, que je vous recommande. Mathilda, c'est à toi. Merci François, je vais vous partager mon écran. Donc merci beaucoup pour ton introduction. Je suis ravie d'être parmi vous à l'Iagora aujourd'hui. Ce qu'on va faire pour que tout de suite on rentre dans le dur, je vous propose de travailler aujourd'hui directement à la création d'un visuel sur Midjourney. Parce que moi, c'est mon IA-gène préférée, on va dire, celle avec laquelle je travaille. Comme sujet, je m'étais dit qu'on pouvait partir sur la création de la couverture du prochain livre blanc de l'IMA, qui aura pour sujet l'IA agentique. Donc, l'idée, ce serait de créer un visuel pour illustrer l'IA agentique. Et donc, est-ce que vous voyez mon écran de Midjourney? Oui, on voit ton écran, Mathilda. Alors, c'est super. Donc là, on est en situation de live total. Hein, donc, je ne maîtrise pas tout dans Midjourney. Moi, j'ai commencé à me former depuis le début de l'année, en fait, tout simplement. J'ai suivi pas mal de formations. C'est fantastique comme interface et comme logiciel. Donc, lorsqu'on arrive sur la home, on va dire, de Midjourney, on arrive devant un feed d'images générées évidemment par les autres utilisateurs. C'est les dernières belles images qui ont été générées que Midjourney expose et qui peuvent être une source d'inspiration vraiment chouette lorsqu'on cherche des idées ou des choses comme ça. Moi, je m'en sers de temps en temps
dans ce but. Sur le côté gauche de l'interface, vous voyez qu'on a un petit menu avec l'exploration, ça c'est l'exploration du feed, la création, l'édition. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça nous prendrait des heures et que je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Donc, je vous propose, comme je vous le disais, qu'on se lance dans la création d'une image pour la couverture du livre blanc pour donc illustrer l'IA agentique. Et pour ce faire, j'ai eu une idée de partir autour de la métaphore de l'orchestre avec une IA en chef d'orchestre, enfin on va dire un chef d'orchestre robot, on va dire, qui dirige des IA installées autour d'elle. Et pour ce faire, donc en fait, on voit dans l'interface que vous avez sous les yeux, en haut, on a une zone dans laquelle on va pouvoir venir mettre notre prompt. Mais Midjourney aime les prompts en anglais. Moi, je ne suis pas du tout bilingue. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise ChatGPT pour m'aider à générer le bon prompt qui va être en anglais, adapté pour Midjourney, nickel, bien calibré. Donc, voilà, François m'a expliqué que c'était du méta-prompting. Donc, je vais même vous montrer, j'arrête le partage juste 2 secondes et je vous partage la bonne page. Hop, on se met sur ChatGPT, dans lequel donc, je lui demande, dans un français évidemment totalement courant, je lui explique l'image que je souhaite générer dans Midjourney. Je lui dis, voilà, une photo d'un plan rapproché d'un orchestre de chambre futuriste dans une salle de concert aux lignes épurées. Je ne vous lis pas tout le truc, mais en tout cas, je lui explique bien, je lui décris l'image que je voudrais que Midjourney génère. Je termine en lui donnant le format que je souhaite qu'il fasse. Bref, je dis donc à ChatGPT de me... Alors, il me prend 2 minutes. Voilà, il va me générer le prompt en anglais, a priori très bien. Je vais donc le copier. Et donc, Mathilda, il faut préciser que ce n'est pas une simple traduction, en fait. C'est qu'il a vraiment fait un prompt bien sûr. pour Midjourney. Et si tu avais demandé pour une autre IA, il aurait fait un autre prompt. Ce que je prompt. dis, c'est que c'est calibré pour le logiciel en question. Exactement, tout à fait. Donc, je le copie, je repasse sur Midjourney. Excusez-moi, c'est bon. Et donc, je vais venir coller mon prompt dans la partie supérieure. Donc là, à cette étape-là, je peux relire quand même un minimum, voir si ChatGPT n'a pas pris trop de liberté, parce que ça arrive que parfois, si la demande n'est pas très claire, il fasse un peu des... Enfin, il propose un prompt un petit peu, on va dire, original. Là, ça me semble plutôt bien. On voit à la fin du prompt, je ne sais pas si vous voyez ma souris, toujours est-il qu'on voit qu'on est en version V7. Moi, j'ai demandé un format carré pour mon image finale, dans un style photo. Je m'arrête là et je pourrais, vous voyez sur la droite, on a des petits paramètres dans lesquels on peut rentrer, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que là, c'est trop, on va y passer trop de temps. J'envoie pour la génération d'images. Il n'est pas d'accord. Il me signale qu'il y a quelque chose qui lui déplaît. On va enlever ça. Hop. Et je me mets sur ma page. Les images en dessous, vous ne les regardez pas, ça n'a rien à voir. Et là, donc, il me génère 4 images. À chaque fois, Midjourney, quand on lance une génération, c'est 4 images. Donc, on peut s'approcher et voir que ça répond plutôt pas mal à mon prompt de départ avec le chef d'orchestre robot. Je lui avais demandé qu'il ait une main levée avec sa baguette de chef d'orchestre, que autour de lui, il ait des robots et des humains pour exprimer le fait que voilà, dans l'IA agentique, il y a évidemment une part d'humain qui est importante. Je peux défiler. Bon, après, c'est vraiment des styles très différents. Ça, c'est vraiment très, très moche. Ça, c'est... Alors, François, qu'en penses-tu? Est-ce qu'on part sur cette photo pour faire des petits tests, pour faire des tests? Tu peux refaire voir les 4? Alors, oui. Ça, c'est un peu... Bon, là, il n'y a que des humains dans l'orchestre, ça ne va pas. Oui, enfin, non, il y en a, c'est pas des humains, c'est des humanoïdes, on va dire.
Ça, c'est D'accord. très sombre, c'est pas très. Ouais. Ça, on comprend pas pourquoi il a une espèce de jupe culotte, là, et puis c'est que des humains. Donc là, je pense que ça correspond pas mal. On a nos musiciens, il y a des musiciens robots, un musicien être humain, donc Bah, go. go là-dessus. Alors, donc, ce que je voulais vous montrer, on va pouvoir retoucher cette image au sein même de Midjourney sans aller dans Photoshop ou quoi que ce soit. On peut rester ici et travailler autour de cette image. Alors, notamment, sur la droite, vous voyez qu'on a plusieurs options. On peut faire varier l'image de façon subtile ou de façon puissante. Là, par contre, on n'a pas la main mise dessus. C'est-à-dire que si je clique, je ne vais pas le faire ici parce qu'on va avancer. Si je clique sur Strong, il va nous remanier une autre image ou faire varier cette image, mais de façon vraiment très forte. Là, je vais passer tout ça parce que je vais aller dans Edit. Ça va me permettre d'avoir donc l'image sur laquelle je veux revenir pour faire des retouches. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si cette image, j'en ai besoin pour faire un bandeau quelconque, pour un bandeau, c'est embêtant puisqu'elle est carrée. Alors que moi, j'ai besoin d'une image très horizontale comme ça. Je peux utiliser, il y a des petites encres sur les bords de mon image, la mettre, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je la place au milieu de mon espèce de bandeau et là, je peux lui demander de générer en fait tout ce qui manque dans l'espace de mon cadre. Vous allez comprendre. Donc, je relance la génération et là, donc, on est bien sur un format horizontal comme ce que je vous ai montré et lui, il va créer tout seul. C'est vraiment de l'outpainting, c'est-à-dire que c'est comme si on avait dézoomé, si vous voulez, dans l'image. Et c'est son interprétation, mais on a toujours notre chef d'orchestre baguette levée au milieu. On a toujours, on va dire, on retrouve au centre notre image de base. Donc lui, il a créé 4 variantes, ce qui fonctionne pas mal. Enfin bon, après, vraiment, il y a aussi un peu des hallucinations par endroits. Vous voyez, quand il fait des choses qui tiennent pas debout, mais bon. Ça, François, qu'est-ce que tu en penses entre les deux? Bon. Non, je préférais celle du format carré, mais est-ce que tu pourrais lui changer son visage au chef d'orchestre? Je retourne dans celle que tu trouvais sympa ici. Alors, on va retourner dans Edit. On va lui laisser son format de base normal. Et là, en effet, on va pouvoir venir faire des variations sur des éléments de l'image. Là, vous voyez, j'ai un brush dont je peux changer la taille. Ça, c'est un peu gros, donc je peux prendre un outil plus petit. Je fais une sélection très, très grossière. Ça, ce n'est pas un problème. Et je vais pouvoir venir j'ai toujours mon prompt de base d'origine qui est en haut. Et je peux venir lui spécifier quelque chose, notamment lorsqu'on parle du chef d'orchestre, il est debout sur un podium avec ses bras levés, son bras levé. Là, je peux venir ajouter son visage et qu'est-ce que je pourrais dire his face is. Et il regarde vers le bas, par exemple, is looking downward. On va voir je crois. Down, je pense que ça suffit. Ouais. Donc, je génère et là, on va voir si ça marche. Donc, on est revenu sur notre format carré de base. C'est pas oh non, il a réinterprété. Je suis désolée hein, parce que c'est pas vraiment ce que il a réinterprété le visage. C'est pas totalement édifiant. Alors, attendez, ce qu'on peut faire peut-être. Je suis désolée hein, parce que c'est pas du tout ce que je voulais pour ma démo. C'est les joies de l'IA générative. Ah bah oui, non mais franchement, et c'est pour ça, j'en profite pour dire quelque chose, c'est que lorsqu'on a une idée en tête bien précise et qu'on veut l'obtenir via Midjourney, c'est pas du tout simple. Et que en fait, c'est vraiment moi, je peux y passer une journée entière hein, pour obtenir l'image que je veux. C'est vraiment compliqué. Bah là, en l'occurrence.
Tu peux nous montrer le sref pour terminer? Alors, oui, tout à fait. Donc, je repars de mon prompt de départ en cliquant, je clique dessus sur la droite, il se retrouve en haut dans la zone. Et donc, le sref, qu'est-ce que c'est? Ce dont parle François, c'est un code unique qui est utilisé par Midjourney pour définir un style artistique spécifique qu'on va venir coller à notre prompt à la fin et qui va donc comme infuser un aspect esthétique à notre image. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous faire ma petite démo. Alors, ne bougez pas. Celui-ci, vous voyez, je viens le mettre au bout de mon prompt et je régénère. Il ne veut pas celui-là. Oh là là, je suis désolée. Pourquoi tu as mis pixel vert? C'est normal? Non, 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 non. C'est parce qu'il est venu se coller en plus. Ouais. Voilà. Là, je reviens sur... Donc là, en fait, il est venu lui C'était un sref qui correspondait à quoi, là? C'était un sref qui correspondait à une image en pixels un peu vert. Alors, vous voyez, c'est quand même... donc, c'est pas du tout ce que je veux. Donc, je vous en mets un autre. Ah, puis elle a 3 bras. Ouais, non, mais je vais partir d'une autre. Là, le prompt, j'ai repris le prompt de départ en haut dans la fenêtre supérieure. Je suis désolée parce que ça ne répond pas vraiment à ce que j'avais en tête. Et donc là, on voit, je relance. Là, je lui ai demandé, c'est lequel que je lui ai demandé? 26, Vintage. Ah, on est pas mal. Je lui ai simplement demandé, c'est un sref en fait qui a une connotation vintage. Là, pour le coup, on est bien sur notre prompt avec notre chef d'orchestre et nos IA, nos robots tout autour de lui, en mode vintage. C'est pas du tout ce que Lima voudrait pour sa couve, on est complètement d'accord. Là, on est parti. Ludovic ne va pas être content. Non, non, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que selon les sref, on peut obtenir des styles vraiment radicalement différents. Et il faut savoir qu'il y en a des dizaines de milliers de sref différents et qu'on peut les combiner. On peut faire, en fait, c'est infini. Ok, super. Merci beaucoup, Alors, Mathilda. est-ce que vous voulez qu'on fasse juste un petit... Où est-ce que c'est que je peux faire ça? Malheureusement, en fait, le temps passe, on est en retard. Vraiment, ouais, donc, ça a pris un peu plus de temps. Voilà, donc merci beaucoup Mathilda. Et maintenant, une question qui se pose par rapport à ces œuvres magnifiques générées par Midjourney, qui d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Midjourney est en procès avec Disney, les studios Universal, pour pillage d'œuvres, parce qu'en fait, pour entraîner ces modèles, Midjourney s'est pas trop embêté à demander les autorisations. Et donc, l'aspect juridique est, comme vous le savez, très important sur cette création d'images. Et donc, la question qui se pose, c'est à qui appartiennent ces images? Est-ce que je peux les vendre? Est-ce que je risque des poursuites pour contrefaçon, violation du droit à l'image? Et je vais demander à un expert, donc Maître Quignou, avocat associé au cabinet DNA Partners, qui est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et qui est aussi maître de conférence à Paris 8 et expert scientifique IA au Conseil de l'Europe, de nous faire super rapidement, malheureusement on n'a pas énormément de temps, un petit récap par rapport aux questions que je viens de poser. Donc Maître, c'est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, François. Je vais essayer de répondre de manière synthétique à ce point-là. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ces créations IA? Alors, ça va dépendre, bien sûr, du modèle qu'on utilise et du système d'IA. Dans le cas de Midjourney, ils ont des conditions générales d'utilisation. Donc, déjà, première chose, si on est une entreprise de plus d'1 million d'euros de revenus, il faut souscrire l'abonnement méga si on veut avoir le droit de l'utiliser vis-à-vis d'eux. Sinon, ils considèrent qu'ils conservent les droits. Si on est soit sur l'abonnement méga, soit une plus petite structure, selon leur CGV, on est propriétaire de l'œuvre. Alors, ce n'est pas pour autant que ça va être une œuvre, on est propriétaire du contenu. Alors, est-ce qu'on viole les droits d'un tiers? Possible, donc dans le cas de Disney ou autre, puisqu'il y a eu un entraînement préalable. Donc là, il faut être quand même extrêmement vigilant par rapport aux ressemblances
entre le contenu généré et ce qui relève d'œuvres antérieures. Par exemple, dans le cas d'Archimboldo tout à l'heure, bon, là, ce qu'on va immédiatement voir, c'est qu'il y a une ressemblance importante. Si c'était un artiste vivant ou mort il y a moins de 70 ans, on pourrait avoir un vrai souci. En l'occurrence, c'est un artiste du XVIe siècle, donc on est bon. Voilà. C'est comme la Joconde. C'est ça, comme la Joconde. Donc dans ces cas-là, on est OK. On va quand même se poser la question de savoir si on est l'auteur finalement de cette œuvre, enfin de ce contenu, et savoir si c'est une œuvre protégeable. Alors ça s'appréhende de manière très différente d'un pays à l'autre. En France, le critère essentiel, c'est l'originalité. Donc, on trouve quand même le style de l'artiste, qu'on ait quand même des éléments qui démontrent en fait une action. Donc, par exemple, dans ce qu'a présenté Mathilda tout à l'heure, on voyait qu'effectivement, il y avait quand même un prompt sophistiqué. Il y a eu des retouches. Et donc, par rapport à ça, moi, j'invite vraiment les personnes qui veulent en faire un usage commercial à le journaliser. Donc, à conserver en fait ces prompts-là, à expliciter leur idée, les différentes étapes pour pouvoir prouver finalement qu'elles ont modifié ce contenu. De plus en plus aussi d'images sont marquées. Alors ça va avoir deux effets. Hein. Donc déjà, elles vont être marquées comme faites par IA. Et ensuite, on saura par rapport à quel modèle ça a été fait. Donc si le modèle est en procès, en plus avec des tiers et qu'au niveau du dataset, il est contrefaisant, ça peut avoir un effet aussi sur les créations qui sont faites à ce niveau-là. Donc ça, c'est assez délicat. Ensuite, vous avez aussi souvent des différents niveaux, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi le modèle d'entraînement. C'est-à-dire que là, on est sur le système d'IA de Midjourney, mais il peut y avoir aussi un entraînement sur différents modèles qui peuvent être open source ou autres, qui eux ont aussi leur propre licence. Et dans ces licences, souvent, c'est des licences qu'on appelle des licences Rail. Par exemple, Stable Diffusion, Stability AI, ils ont des choses aussi dédiées à ce niveau-là qui vont interdire l'utilisation, par exemple, pour créer une preuve juridique ou pour l'utiliser dans tel ou tel secteur. Donc là, par exemple, dans votre cas, on est sur une publication d'un ouvrage numérique. Ça, c'est pas visé hein, dans Stability AI. Par contre, si on voulait l'utiliser dans un autre contexte, ça pourrait être tout à fait interdit. Donc, ça se pose à différents niveaux, l'usage, et après la protection par le droit d'auteur. Et alors, il y a un autre niveau, moi, j'accompagne des clients aussi sur ça, notamment qui créent des mèmes, des choses comme ça. Se pose la question aussi, quand ça devient vraiment viral et qu'on a un contenu qu'on a créé qui génère vraiment beaucoup d'argent, on a envie qu'il soit protégé et un petit peu internationalement, et on sait qu'aux États-Unis, c'est pas toujours facile, par exemple. Le Copyright Office a parfois refusé de reconnaître des œuvres comme protégeables, des contenus créés par l'IA. Ce qu'on peut faire, c'est le déposer comme marque. On va créer une marque semi-figurative, c'est-à-dire qu'on fait un dépôt et on met un logo avec le nom de l'œuvre et on le protège comme ça. Un peu comme fait, par exemple, Disney avec Mickey. Mickey est dans le domaine public, ça a été créé il y a bien longtemps, mais comme ils voulaient conserver une exclusivité, ils ont déposé une marque avec Mickey. Ça se fait dans d'autres domaines, hein. On l'a vu récemment aussi pour des œuvres cinématographiques faites à partir de livres qui sont tombés dans le domaine public. Vous verrez avec celle-là, ça vous amuse, vous allez voir sur l'INPI, et toutes celles-là, alors une bonne partie, sont déposées à titre de marque en fait, hein, avec un univers graphique, etc. Et la logique, c'est de pouvoir compenser un peu une faiblesse sur le droit d'auteur avec une force en droit des marques. Donc voilà un petit peu comment on peut procéder en version ultra ramassée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour spécifier. Merci beaucoup Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions? Et d'ailleurs, on va vous faire une petite confidence Mathieu, parce qu'on a fait un sondage. On va lancer un sondage sur la saison 2024-2025 de l'IAGORA et la session où vous êtes intervenu, elle fait partie des préférés des intervenants, pas des participants. Ah bah super. Donc, merci d'être là encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Forcément des questions. J'en ai sinon. Allez Yann. Non, une très concrète que je me pose souvent, parce que je ne suis pas du tout dans ça. On le voit, je me permets de te tutoyer, on voit qu'il y a quand même des connaissances très spécifiques à avoir autour de l'IA générative. Dans cette intervention et celle de la dernière que tu avais faite, c'est quoi un peu peut-être le meilleur conseil que tu donneras à un DPO d'une entreprise là aujourd'hui par rapport à ça?
Je sais pas si tu as, tu vois, les deux, trois astuces concrètes, tu vois, les deux, trois petits trucs un peu concrets à donner. Qu'est-ce que tu dirais à un DPO aujourd'hui si tu étais que des DPO en face de toi, qui, bon, Ah, qui voient tout ça arriver de loin? c'est une bonne question parce que le DPO, c'est quand même celui qui vraisemblablement va être un petit peu en charge de ça dans les PME, ETI. Il y a quand même des chances que ça arrive dans son champ. Le DPO, il travaille sur un droit fondamental qui est celui de la vie privée. Là, avec l'IA, ça va toucher tous les droits fondamentaux. Donc, moi, je vous dirais de reprendre un petit peu ces cours de droits fondamentaux et de bachoter un peu ça. Et effectivement, de travailler sur la partie règlement IA. Alors là, on a une échéance là, au 2 août sur tout ce qui est IA générative. Donc là, il y a de forts enjeux. Hein. Je pense que vous l'avez vu. Hein. Alors, il y a bon, là, ça mériterait une discussion un peu longue, mais bon, il y a déjà des IA préalables hein, qui ont un temps de mise en conformité qui va être un petit peu plus souple hein, pour les modèles préexistants, ce qu'on appelle la clause du grand-père. Ils peuvent continuer à exister en l'état, mais tout ce qui va être mis à jour ou nouveau modèle d'IA, ils doivent se conformer au règlement IA pour les IAG, avec quand même des obligations de transparence très importantes, une politique sur la propriété intellectuelle aussi notable, et quelque chose que connaissent bien les DPO, c'est les analyses d'impact sur la protection des données, les AIPD. Mais là, on a quelque chose d'assez équivalent, donc ils vont pouvoir élargir leur spectre. C'est les analyses d'impact sur les droits fondamentaux. Donc c'est proche d'une AIPD, mais c'est plus large. Ça va toucher tous les droits fondamentaux. Alors en fonction du secteur, on va mettre l'accent peut-être plus sur l'aspect, par exemple, je sais pas, protection par exemple, dans le domaine judiciaire, on a beaucoup de choses nouvelles, comme par exemple le procès équitable. C'est-à-dire que si on entraîne une IA qui est très très performante et qu'il y a seule une des deux parties en justice qui peut l'utiliser parce que ça coûte très cher, là on a déjà un enjeu sur le procès équitable. On va avoir des choses différentes, par exemple sur le deepfake, avec la question liée à la liberté par exemple d'information. On peut avoir des choses de ce type-là qui émergent. Donc chaque secteur va avoir un petit peu son lot d'éléments à prendre en compte. Et donc, ça nécessite un peu ce balisage pour les DPO. Voilà. Est-ce Il y que a d'autres points, hein, mais Ouais. Mathieu, est-ce que tu pourrais dire un mot? Tu sais, il y a une nouvelle loi aux États-Unis qui dit qu'en fait, on a le droit d'entraîner son IA sur des données publiques. ça, c'est possible hein, de toute façon. Hein. En Europe aussi, on a le droit d'entraîner une IA sur des données publiques. Alors, ça dépend ce qu'on appelle des données publiques après. C'est-à-dire qu'en matière de droit d'auteur, ça correspond à tout ce qui est dans le domaine public. Et après, en matière de données, c'est tout ce qui n'est pas une donnée protégée, donc pas une donnée personnelle, pas un secret d'affaires, etc. Mais ça, on peut tout à fait le faire hein, sans souci. Alors, très sincèrement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il y a quand même deux tendances un peu lourdes. Hein. Il y a l'approche trumpiste actuelle qui a une tendance à la dérégulation assez forte sur tout ce qui est IA. Donc ça, c'est quand même assez notable avec quand même la personne du Copyright Office qui s'est fait limoger aux États-Unis récemment. Donc, volonté de déréguler presque totale au-delà de tout ce qui pouvait être pensé. Et dans l'Union européenne, il y a eu une contestation assez forte du travail qui a été fait sur le Code of Practice par le bureau de l'IA, avec quand même, il y a peut-être un risque en tout cas que la réglementation soit d'une application progressive avec une effectivité partielle et une mise en tout cas une contestation des textes applicatifs parce que fait hors mandat en fait. Donc il y a de vrais enjeux autour de ça. Il y a la clause de grand-père déjà évoquée qui va un petit peu limiter les effets sur les modèles antérieurs, mais vraisemblablement, il va falloir commencer pour les fournisseurs d'IA à s'enregistrer auprès du bureau IA, prendre certainement contact avec les autorités compétentes pour vérifier sa conformité, et pour les déployeurs d'IA, bien sélectionner les bonnes IA et selon le cas, faire notamment des impact assessment, donc des analyses d'impact, et choisir aussi peut-être en priorité les IA qui ne sont pas à ce qu'on appelle risque systémique. Donc, pas présumé déjà risque systémique parce que pas trop puissante. Hein. Aujourd'hui, la seule qui dépasse vraiment, c'est ChatGPT, enfin c'est OpenAI, les systèmes d'OpenAI. Donc, il y a un petit peu
les cartes sont un peu rebattues, hein, que ce soit avec la Chine, comme c'était présenté tout à l'heure, avec la puissance de calcul un petit peu nouvelle acquise, et au niveau européen, avec finalement aussi ce travail réglementaire qui a été fait pour favoriser certaines IA un peu plus frugales qui viendraient de l'UE, quoi. Super, merci beaucoup. Tu as une petite question de William dans le chat, mais assez précise. Tu veux bien répondre directement, toi, en écrivant dans le chat. Ça nous va bien. Je crois on va résumer et conclure, François? Ouais, bah voilà, je pense que on est arrivé à la fin de cette première saison. Là, on finit en beauté. C'était une bonne session. Juste, bah, je voulais dire un petit mot de comment j'avais vécu ça. Et je pense qu'après, on va faire pareil avec Marjorie et Yann. Bah, juste pour dire qu'en fait, on était vraiment parti d'une page blanche en octobre dernier avec juste l'expérience de Pascal Bousmar et de Michel Puaret du papotage IA de Orange qui sont là, je crois, et que je salue. Ça a été un gros travail hein, de mettre tout ça en place et puis surtout ensuite d'alimenter un rendez-vous hebdomadaire hein, parce que ça revient très vite et constamment il faut trouver des rex, des tutos, des actus, des idées. Il a fallu trouver notre style et puis il y a aussi du travail en coulisses. Il y a un back-office, les mails, les séances de préparation qu'on fait tous les trois, tous les quatre, les débriefs également. Mais en fait, grâce à l'engagement de ce hardcore Iagora là, avec Yann, Marjorie et Stéphane, et puis avec le soutien du groupe de travail Diagène de l'image, Jean-Baptiste Janvier, Ludovic Gibert, Mohamed Tabiza et plein de membres de l'IMA, bah, on y est arrivé. Et puis en plus, je crois qu'on ne s'est même pas engueulé entre nous, donc c'était plutôt assez fluide malgré nos fortes personnalités. Et bah, malgré nos emplois du temps bien chargés, on l'a fait. Et donc, voilà, je suis très fier du résultat et je voulais remercier tout le monde pour ça, tous les nombreux speakers, Yann, Marjorie, qui elle-même fait des Diagora depuis son van, depuis un camping, et puis Stéphane et sa connaissance encyclopédique de la Chine et de l'Asie. Voilà. Et donc, bah, peut-être, Marjorie, si Merci tu veux dire un mot François. aussi. Ouais, mais merci. Effectivement, on est parti d'une page blanche. Merci François d'avoir initié l'idée et d'avoir mis autant d'énergie à créer le format. Moi, c'était un vrai plaisir cette année d'animer ces sessions-là toutes les semaines. Un vrai plaisir en voyant le mercredi arriver, même si le mercredi, c'est le jour des enfants et c'est pas forcément la meilleure journée pour moi. L'Iagora a rehaussé un petit peu les trucs. Je me suis beaucoup enrichie de vos retours d'expérience et de vos partages. Je pense que c'est vraiment le cœur de l'Iagora. J'espère que vous continuerez voilà, à vous engager à venir nous présenter des Rex. Vous l'avez compris, moi j'ai une vision très pragmatique de l'IA et voilà, de pouvoir voir des cas concrets en entreprise, c'est d'une extrême valeur pour moi. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer la communauté parce que voilà, on a vu qu'il y avait de plus en plus d'interactions au sein des différents participants sur les sessions et même en dehors. Moi, j'ai pu croiser sur mon territoire du Grand Est des participants en chair et en os. Je pense à Alex et Barbara. Et du coup, c'est vraiment fédérateur. Donc, c'est un vrai plaisir. Je ne vais pas dire que les messages à 22h pour préparer l'Iagora vont me manquer pendant ces 2 mois. Je Mais, vois pas ce que tu veux dire. mais en tout cas, voilà. Merci François, merci Yann, merci Stéphane pour cette année d'échange et de préparation. Et toi, Yann, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je vais dire à peu près la même chose, hein. Le rodage était marrant. Un vrai kiff de vous rencontrer, effectivement, pareil que toi, souvent dans les événements ou même les interactions et les règles qu'on a pu avoir. Non, personnellement, c'est un plaisir, l'Agora, parce que de base, je suis quand même plutôt un gros dev côté IA. Ça me fait toujours souvent bizarre, moi, pour tout vous avouer, le mercredi à 16h30, souvent, je suis sur mon IDE juste avant. Et du coup, de passer de l'un à l'autre, c'est assez agréable pour moi aussi, de se poser un peu, essayer de faire ce pas de côté de la technique et de réfléchir un peu à ce qui se passe et d'en discuter avec vous.
Super. Stéphane, si tu veux conclure sur toi, comment t'as En été pas chinois. mal là ces derniers temps? Ah, Comment t'as bah ouais, vécu ça? j'étais là assez souvent et c'était un plaisir d'être avec vous parce que je l'ai découvert assez récemment, en gros vers Noël, hein, si je me rappelle bien. Et vraiment un plaisir d'échanger toutes les semaines, d'abord dans la préparation, puis ces échanges multi-pays, c'est très très intéressant. Et comme on dirait en chinois, xie xie, bien, merci pour les temps passés ensemble. Et donc, félicitations à Stéphane. Et puis, passez un excellent été. Reposez-vous bien. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Ciao. À l'image, carbone et canon, chaque jour un peu plus nous étonne. Il nous guide vers l'émotion, qui répond à toutes les questions. À l'image, carbone et canon, chaque jour.